et tous et merci de nous rejoindre en cette fin d'après-midi pour la fin maintenant de cette première édition de Et maintenant je fais quoi? Ce rendez-vous d'orientation qui vous est proposé par l'école ESG. On parle d'orientation, on parle de métier aussi, surtout pour vous faire découvrir des univers à travers les différents métiers et les expériences de nos invités aujourd'hui. Je suis Gaëlle Millon, journaliste, et je suis ravie d'animer cette table ronde consacrée au métier de l'univers du sport. Vous allez pouvoir poser vos questions via le chat et on va y répondre avec nos trois invités que je vais vous présenter maintenant. Niels Portemer est avec nous aujourd'hui. Bonjour Niels. Bonjour. Vous êtes Management and Leadership Speaker. C'est un joli mot. Vous allez nous expliquer ce qu'on trouve derrière dans quelques instants. Achille Dulac, également avec nous. Bonjour à Achille, tous. vous travaillez pour Alpine F1 Team, donc dans le monde de la Formule 1. Vous êtes Business Development Manager avec une belle expérience aussi que vous allez nous raconter dans quelques instants. Et puis Adrien Sartori-Carvalho, vous travaillez pour le Paris Saint-Germain, pour l'EHF, qui est la Ligue européenne de handball, et au PSG notamment. Vous faites vous aussi plusieurs métiers, vous occupez plusieurs fonctions. On va en parler tous ensemble. En tout cas, vous n'hésitez pas à nous poser vos questions, que vous soyez étudiant, que vous soyez parent, que vous ayez des inquiétudes ou non. En tout cas, n'hésitez pas. On prendra vos questions, bien sûr, au fil de cette conférence. Niels, on va débuter avec vous. Vous êtes un ancien sportif de haut niveau en athlétisme, un sport que vous pratiquez toujours, vous entraînez d'ailleurs toujours, et parallèlement, vous avez longtemps travaillé dans l'univers du sport, parmi plusieurs centaines d'expériences, je dirais. Celle d'Opération Manager au Stade de France, c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Quel a été le chemin pour en arriver là quand on est sportif de haut niveau et qu'on arrive à gérer quand même pas mal de choses dans ce grand stade qui est le Stade de France? Merci bien. Bonjour à tous. Alors le parcours, après des études de commerce, j'ai décidé de continuer ma passion, le sport, l'athlétisme. Et ce que je réussissais bien en cours, c'était le sport, l'anglais, l'espagnol. Un jour, on m'a dit Nice, est-ce que ça te dirait de mettre en application tes connaissances dans le sport, travailler au grand consortium Stade de France, et en plus tu parles anglais, espagnol, c'est très bien, on a besoin de toi. Donc j'ai commencé en tant que guide, donc j'ai fait visiter le stade à plein de touristes, à des journalistes, à des équipes de prod, à la télé étrangère. Et finalement, après, j'ai continué, j'ai été guide à temps plein, responsable des guides et en charge d'un service qui comprenait un espace accueil, un espace visite, un espace musée, salle d'exposition, boutique, et fallait faire tourner tout cet environnement 7 jours sur 7. Donc avec un collègue, on était en binôme sur la partie RH et formation. Il y avait aussi une partie binôme sur la partie logistique pour couvrir les 7 jours. Ça, c'était hors événement, et pendant les événements aussi, j'avais d'autres activités puisque je me suis éclaté d'ailleurs. Euh, je me demande si je suis pas en train de répondre à des questions que tu n'as pas encore posées, mais je me permets de continuer. Je m'adapterai. D'accord. Pendant les événements, donc j'avais plusieurs casquettes. Je pouvais aider le service presse en tant que, en quelque sorte, régisseur, faire l'intermédiaire entre les différentes fédérations, les journalistes et la direction communication. Puisqu'au consortium Stade de France, à l'époque, ça a peut-être changé, hein, il y a presque 20 ans maintenant, on était 160 salariés avec différentes directions, communication, logistique, grands événements, petit public, espace visite, restauration, bref, j'en passe. Et donc j'avais plusieurs casquettes pendant les événements, et surtout celle que je retiens au, au plus fond de mon cœur, c'était soit en charge des loges, soit en charge de la zone joueur, ou effectivement en tant que topper. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que topper, et peut-être que notre spécialiste du Paris Saint-Germain qui est aussi avec nous dira si ça existe toujours, et je pense que oui, c'était être en, en, on faisait tampon entre la régie qui était tout en haut et le commentateur. Donc au football à l'époque, c'était Jean-Pierre Paoli, au rugby c'était Marc Maury, je crois qu'il intervient toujours pour le rugby. Et donc on envoyait la pub, on stoppait, on envoyait tel truc, et voilà en quelques mots. Je me suis un peu étalé, j'ai pris la parole, mais Un petit peu, et surtout, Niels, vous m'avez pas dit comment ça a démarré, parce que quand on parle de parcours, on parle des études aussi.
Ouais. Et je pense que ça intéresse nos étudiants également. Comment on en arrive là? Est-ce que c'est juste un concours d'opportunités, comme vous l'avez dit, parce qu'il y avait de l'athlétisme, il y avait de l'espagnol et de l'anglais, ou est-ce qu'il y a quand même un petit formation avant? Eh bien non, à l'époque non, puisque quand je suis rentré juste après la Coupe du Monde, puisque pendant la Coupe du Monde, j'ai travaillé pour France Télévisions Publicité pour mon stage de quatrième année d'école de commerce. Et c'est peut-être là où j'ai eu l'opportunité, parce qu'en général, ceux qui étaient France Télévisions Publicité basculaient aussi sur le consortium Stade de France, on se retrouvait là-bas. Et finalement, ça a été un coup de chance, un peu comme ce que je dis aujourd'hui pour les élèves, puisque je suis intervenant pour le SG Paris et Bordeaux. Et je dis souvent, voilà, développez votre réseau parce que tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est pas seulement grâce à mon talent, au fait que j'ai osé, c'est aussi parce que je suis tombé sur les bonnes personnes à un moment donné qui m'a fait confiance et qui m'a dit Nice, tiens, va par là, il y a une porte qui s'ouvre, il y a peut-être une opportunité pour travailler. Et j'ai commencé par la petite porte et après j'ai pas fini en tant que directeur, mais j'avais pas mal de casquettes et d'expérience à mon actif. Merci beaucoup. En tout cas, on entend effectivement le réseau, l'opportunité et puis la passion. On y reviendra dans quelques minutes. Adrien, je le disais tout à l'heure, vous êtes aujourd'hui coordinateur événementiel pour le Paris Saint-Germain. Au début, vous avez commencé comme architecte. Alors moi, je vois pas tout à fait le lien, mais il y en a peut-être un. C'est souvent le cas, ça étonne régulièrement. En fait, moi j'ai commencé par des études effectivement à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-la-Villette. Voilà, je suis diplômé, je bossais, etc. Et puis au bout de 2 ans, en fait, j'en ai eu marre. Voilà, c'était un jour en début septembre. On arrivait aux dates limites d'inscription et puis en fait j'ai eu une grosse discussion avec mes parents. Je déboulais chez eux, on a dîné et puis je leur ai dit voilà, c'est cool, j'adore ce que je fais, mais en fait je ne m'épanouis pas. Et en fait ils ont été ultra présents, et ultra compréhensifs quoi. Et donc j'ai eu un gros coup de boost et je me suis lancé. Le lendemain je postulais. Je suis rentré le dernier jour des inscriptions à l'ESG. Et en fait, en parallèle de mes études en archi, j'avais bossé en événementiel. Au début, comme un peu toute personne qui est en école et qui est dans un BDE à droite à gauche, bah, j'organisais des soirées étudiantes. Puis en fait, je me suis mis à Comme organiser quoi, des ça soirées mène à tout, étudiantes. hein. Ben ouais, voilà, comme quoi la soirée étudiante a vocation à nous emmener très très loin. Et puis en fait, de fil en aiguille, bah, je me suis mis à bosser avec l'agence pour laquelle je travaille, enfin, qui intervenait sur les soirées, etc. Et bah, je me suis mis à organiser d'autres événements pour eux. Et un jour, au bout de quelques mois à l'école, du coup, je me suis retrouvé avec un dossier sur un projet événementiel. Et en fait, j'ai rendu un dossier chiffré comme j'avais l'habitude de faire quand je bossais, quoi. Et le prof, à la fin du cours, est venu me voir et m'a dit mais tu fais quoi en ce moment? Je dis bah je sais pas, je suis le seul à pas avoir trouvé une alternance. J'ai pas de stage, je sais pas. Et il m'a dit bah écoute, tu commences la semaine prochaine. Voilà. Et donc ça a un peu démarré là-dessus. C'était chez Longue Distance, une agence qui bosse beaucoup pour Nike. Et en fait, ça s'est tellement bien passé qu'en fait, au bout de 6 mois, ouais, 3, 4, 5, 6 mois, la confiance s'installant, je me suis retrouvé à bosser sur l'anniversaire de la marque Jordan à Paris pour Nike. Et c'était super, c'était génial, quoi. Et donc, je me suis retrouvé à bosser au quotidien pendant une semaine avec Michael Jordan, quoi. C'était fou. C'était fou. Voilà, on passe d'un métier d'architecte à l'accueil de Michael Jordan. Bon, pour la basketteuse que je suis, j'ai envie de vous dire que je vous envie un peu. Et je pense que je ne suis pas la seule dans cette conférence. Cette expérience-là, donc, qui arrive, on le comprend par un concours de circonstances quand même, elle pèse forcément beaucoup sur votre CV au fil du temps. Ouais, en fait, moi, c'est un peu la première pierre de toute ma construction de ma carrière, quoi. Derrière, j'ai enchaîné en fait sur d'autres agences et forcément, bon, bah, ça aide, quoi, d'avoir ça comme marchepied pour démarrer. Et de fil en aiguille, en fait, je suis ancien de Nike que j'avais rencontré qui en fait bossait sur l'Euro 2016, qui a visiblement déposé mon CV sur une pile et puis je me suis retrouvé à bosser pour l'UEFA sur l'Euro 2016. En sortant de là, euh,
pendant l'Euro 2016, j'étais avec la sélection du Portugal. Désolé, hein, j'ai été un mauvais patriote. Mais voilà, en sortant de là, j'ai mon ancien boss de l'UEFA qui était passé au PSG, qui m'a appelé, qui m'a dit je repars à l'UEFA, est-ce que tu veux me remplacer? Et puis en fait, bah, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à bosser pour le PSG en free. Et au bout d'un moment, je pense qu'ils en avaient marre de me payer en free, donc voilà, je suis rentré en fixe et puis me voici. Voilà, donc du passage du freelance au salariat finalement avec le Paris Saint-Germain et on va détailler ça dans quelques instants. Achille, vous n'êtes pas passé par l'architecture, hein, vous avez le Non, sport au cœur depuis longtemps et cette envie de travailler dans ce domaine-là depuis toujours. complètement. Moi, j'étais un enfant, j'ai fait énormément de sports différents. Mon sport favori, c'était le football. J'ai espéré, comme plein de jeunes, je pense, être footballeur. Et quand j'ai compris que c'était plus possible, je me rappelle avoir dit à mon père que je voulais travailler dans le sport. Il m'a dit ça n'a rien à voir le terrain et les coulisses. Et du coup, je me rappelle j'étais au niveau du bac en terminale. Et j'avais obtenu une semaine de stage à la Fédération française de foot. Et c'était assez intéressant parce que c'était en 2011. Donc c'était pas le moment où on était fou amoureux de l'équipe de France. C'était un an après Naïsna. Et en interne, c'était encore euh, très ressenti le fait qu'il fallait regagner l'amour des Français. Et puis en plus, c'était une période où Facebook arrivait, les réseaux sociaux commençaient tout juste, et il y avait aussi plein de gens qui fallait dépoussiérer en interne sur le fait qu'il fallait ouvrir le sport et le rendre un peu plus business sur certains aspects. La Fédération française de foot venait signer un gros contrat avec Nike et ça leur permettait d'avoir un peu plus de hauteur dans leurs ambitions. Et moi, j'avais été dans tous les services à ce moment-là parce que c'était vraiment un stage d'immersion. J'avais découvert plein de choses et j'étais ressorti en me disant je veux travailler là-dedans plus tard. J'avais quand même choisi, du coup, après 3 ans d'école de commerce assez classique, qui ne se centralise pas sur le sport, parce que je sais qu'il existe des écoles qui le font. Moi, j'étais vraiment resté classique. Par contre, à chaque fin d'année, durant l'été, je faisais tout pour essayer d'avoir une expérience quelque part. Donc, j'étais parti en Suède dans la communication du triathlon de Stockholm. J'avais aussi fait 2 semaines d'événementiel sur un tournoi d'ATP en Suède également. Donc ça, c'était époustouflant. L'année suivante, j'ai pas réussi à retrouver, mais j'avais quand même trouvé une opportunité à Publicis, où là, j'avais découvert les agences médias et à quel point ça avait été très formateur aussi de découvrir cette expérience derrière. Et enfin, j'avais fini lors de ma dernière année d'école à la Fédération française de basket. Et c'était en 2015, donc c'était juste avant l'Euro de basket, donc c'était fabuleux. Il y avait une équipe incroyable avec Tony Parker, Batum et Dio qui étaient un peu les stars, et Rudy Gobert qui venait d'arriver. Moi, je suis 1m70, donc c'était incroyable d'être à côté de lui. Et là, c'était plus dans le marketing et un peu de sponsoring aussi. Et j'avais toujours adoré. Après, je suis rentré à l'ESG, où à ce moment-là, j'ai eu une envie et une idée grâce en fait, à un cours à l'ESG où on devait trouver des idées pour répondre à des problématiques liées à des enjeux du sport. Et à l'époque, on allait avoir en effet l'euro. Et comment accueillir ou offrir une expérience différente aux fans du monde de l'Europe qui allaient venir à Paris pour suivre l'euro. Et moi, j'avais voulu créer une application où les gens pouvaient se retrouver chez eux pour regarder le sport et dire voilà, je suis fan du Portugal, venez chez moi, j'ai 3 places, je vous offre des chips et on fait ça. Et alors c'était une belle expérience d'entrepreneuriat et où j'ai appris plein de choses, j'ai fait énormément d'erreurs et ça a été très enrichissant. Au bout d'un an, j'ai voulu tourner la page et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'être là au bon moment. Il y avait une opportunité qui s'était ouverte à Renault F1 à l'époque, qui s'appelait Renault, et je les ai rejoints. Et depuis maintenant, ça fait plus de 4 ans que je suis avec Renault F1 qui s'appelle aujourd'hui Alpine F1 Team. Ouais, on le voit, hein, c'est quand même dans toutes vos expériences, c'est quand même une histoire d'opportunité aussi et d'être finalement là au bon moment parce que voilà, il faut être à l'écoute assez souvent et c'est souvent comme ça que ça marche effectivement dans le sport. Vous l'avez évoqué un petit peu, vous avez parlé chacun de vos stages et de vos expériences un petit peu annexes. Comment on les trouve, ces stages, les uns, les autres, rien peut-être? Alors,
c'est souvent d'aller pousser les portes, d'insister, de faire en sorte en fait d'être présent, visible, disponible. Je pense que ça c'est des grands marqueurs qui font en fait la fiabilité dans nos métiers. Enfin, voilà, je sais pas, Achille, Nils, pour vous si c'est pareil, mais moi c'est Moi, je me souviens en tout cas que à l'époque où je cherchais énormément de stages, où j'étais vraiment, c'était beaucoup de soirées, envoyer énormément de mails, pas beaucoup de réponses. Ça fait partie du processus. Et d'en parler, moi je trouvais que la force c'était d'en parler le plus autour de soi. Et on découvrait qu'une amie avait un oncle qui avait entendu parler d'une offre et qui pouvait nous aider. Et en fait, c'est des gens qu'on connaissait pas forcément, mais qui vont venir nous aider parce qu'il y a une bonne opportunité. Et donc c'est comme ça que c'est vraiment avec beaucoup de d'hargne et parfois ça paye pas. Parfois, moi, je me rappelle d'une année, voilà, où j'ai pas eu de bonnes réponses dans aucune des opportunités que je souhaitais avoir. Mais voilà, il faut juste espérer qu'il y aura toujours une opportunité. Moi, je suis convaincu qu'il y a toujours une opportunité un jour qui se présente et il faut tout faire pour essayer de la saisir. Nils, aujourd'hui, vous êtes formateur. Est-ce que justement, vous aidez vos étudiants à cette recherche capitale de stage, voire d'alternance, qui sont quand même les premiers pas et les moyens d'accéder à ce milieu? Alors, oui, j'interviens pas sur cette thématique, mais comme je l'ai enseigné la négociation, là aujourd'hui, je suis plus intervenant sur du management, de leadership. Et par contre, ce que je donne comme conseil à chaque fois, c'est de ne pas hésiter à oser, aller taper chez le PDG d'une grosse structure. Si demain vous voulez travailler au consortium Stade de France ou au PSG, pourquoi vous empêcher d'aller taper à la porte du big boss? Car une fois, moi, j'ai une petite expérience. Quand je travaillais dans un cabinet de conseil où je formais cadres et dirigeants en management, on nous apprenait toujours à les taper tout en haut. Et une fois, j'ai appelé le vice-président de chez Total. Et en passant par le vice-président de chez Total, j'ai réussi à être subtil au téléphone avec les secrétaires, comme si je le connaissais personnellement. Et finalement, je l'ai eu. Il m'a dit non, c'est pas moi. Par contre, vous allez appeler un tel, directrice des ressources humaines. Et en redescendant en dessous, j'ai dit, sous les conseils de monsieur, je vous appelle. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Moi, la semaine prochaine, j'ai la disponibilité. C'est oser justement rentrer un peu dedans et souvent on a peur et on attend la réponse suite à notre candidature. Il faut jamais attendre la réponse puisque les gens en interne, on n'a jamais le temps de répondre, on n'a jamais le temps de vous appeler et on n'a pas le temps de regarder un CV pour voir si le profil correspond ou pas. Ça Donc, s'appelle le culot, Nils, vraiment. ça s'appelle le culot, ouais. Et Et, oui. et il faut en avoir, mais c'est pas forcément facile, hein. Je sais pas si on appelle le président du PSG, si on a un rendez-vous tout de suite quand même. vous pouvez essayer, c'est pas gagné. Vous pouvez y aller sur les conseils d'Adrien Sartori, on sait jamais, hein, Ouais, ça peut voilà, marcher. essayez. Je reviens à vous, Achille, sur ce poste aujourd'hui de consultant development manager chez Alpine F1. Comme ça, on ne se rend pas tout à fait compte du périmètre que vous avez. Vous nous racontez un petit peu? Je suis commercial. Je suis commercial. Mon but aujourd'hui, quand j'ai rejoint l'écurie, et c'était alors que je rejoignais à l'époque, c'était simplement un stage. Mon boss m'a dit, moi je pensais qu'il allait me donner des objectifs financiers, aller chercher des sponsors et des partenaires pour l'écurie. Mais la première chose qu'il m'a dit, c'est est-ce que tu peux nous aider à être champion du monde? Et moi, c'est ce qui m'a vraiment, qui m'anime encore aujourd'hui, c'est vraiment le fait que chacun au sein de l'écurie a un rôle précis qui aujourd'hui apporte un lien direct avec la performance ou indirect, et avoir des partenaires, surtout en Formule 1 où on a beaucoup de compagnies qui viennent pas seulement pour signer un chèque et mettre un logo sur la voiture ou sur le pilote. Elles sont vraiment dans le développement et ce qu'elles aiment, c'est pouvoir être actifs dans la technologie, être actifs dans l'apport de produits, de machines incroyables pour développer ces deux voitures surpuissantes. Et aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir aller raconter des histoires qui font sens à des marques, les approcher, leur dire qu'elles vont pouvoir vraiment travailler sur quelque chose qui va au-delà de simplement faire de la communication sur leur marque. Bien sûr, elles sont là aussi pour ça, mais au final, il y a un vrai enjeu de pouvoir trouver parfois des bons partenaires, et on refuse parfois des partenaires parce que leur technologie, leurs services ou leurs produits vont pas pouvoir être utilisés et adéquates avec la compétition automobile qu'est la F1. Et donc voilà, moi mon rôle aujourd'hui dans l'écurie,
c'est vraiment de pouvoir démarcher des entreprises dans le monde entier. Et là, d'ailleurs, la plupart du temps, c'est dans le monde entier, qui vont avoir l'intérêt forcément de s'associer avec la Formule 1. Donc, typiquement, des marques très technologiques, des marques qui sont aujourd'hui liées à l'automobile ou autre, et qui après peuvent, en échange évidemment de soit d'apport en marchandises, d'apport en plein ou en financier ou autre, vont pouvoir s'associer à l'écurie et avoir des droits, le droit d'association, le droit d'avoir de l'image et leur logo sur des voitures ou sur nos voitures ou sur nos pilotes, ou également typiquement de l'hospitalité sur certains grands prix et autres. Alors là, on le comprend bien, la façon dont vous travaillez avec d'autres marques. En interne, ça se passe comment? Comment vous êtes structuré? Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous avez des gens que vous managez aussi, vous? Alors, nous, on est structuré, donc, dans le département vraiment partenariat. Il y a un peu deux axes. Il y a l'axe qui est le mien, qui est de trouver des nouveaux. Donc moi, mon seul but, c'est de contacter et de parler avec des marques qui sont pas encore partenaires pour leur donner envie. Et à partir du moment où le contrat est signé et que les marques vont s'engager 2, 3, 4 ou voire 5 ans, là, il y a un autre département qui vont vraiment s'occuper du partenaire, que ce soit pour les aider à utiliser tous les droits qu'ils ont dans le partenariat, de pouvoir s'occuper d'eux quand ils vont sur un grand prix ou autre, ou bien de les aider à atteindre leurs objectifs. Parfois, donc, c'est des objectifs technologiques où, du coup, on met en place différentes réunions au fur et à mesure de l'année avec nos ingénieurs pour voir comment on peut avancer ensemble, voir à chaque fois, il y aura évidemment des problématiques à résoudre et qu'à la fin du partenariat, au bout des 3 ans, ils se disent c'est génial, il faut qu'on continue parce que du coup, voilà, cet autre département est vraiment là pour leur donner envie de rester, voire même de renforcer leur implication. Leur engagement, effectivement. Adrien, le PSG, donc, depuis 3 ans et demi. Et là aussi, vous avez eu plusieurs vies, finalement, avec cette marque-là, jusqu'à aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu. En fait, ça colle d'ailleurs avec un peu ce que disait Nils sur les parcours, hein. En fait, il faut pousser un peu les portes, même en interne, une fois qu'on travaille dans une entreprise, pour faire soi-même évoluer son boulot. Euh, Moi, j'ai commencé avant même d'être en fixe, j'étais en freelance et en fait, je m'occupais des relations institutionnelles pour le handball. Donc, je m'occupais des relations soit avec des clubs adverses, soit avec des officiels de la Fédé européenne de hand. C'est d'ailleurs par là que j'ai fini par bosser aujourd'hui en free pour la Fédé européenne de hand. Et en fait, quand j'ai rejoint le club, j'ai continué à faire ça tout en m'occupant en fait de l'organisation des matchs de football féminin. Voilà, notre section féminine qui marche pas trop mal, mine de rien, même si on se bat avec Lyon. Et puis au fur et à mesure, encore une fois, hein, le poste évolue parce que bah, une personne part et vous êtes présent et vous faites le boulot, vous remplacez, ou bah, simplement en fait il y a des besoins et puis en fait vous êtes proactif, vous avez envie et donc vous mettez les mains dedans et puis ça vous augmente juste votre charge de travail, mais effectivement quand on s'éclate c'est pratique. Aujourd'hui je m'occupe de l'orga des matchs des filles, l'accueil des flux en fait de personnes de grand public au Parc des Princes et des relations institutionnelles, voilà, aussi bien avec la 3F, la LFP, l'UEFA, également donc sur le foot masculin aussi. Et tout récemment, là, j'ai récupéré par exemple la logistique de l'ensemble des mouvements de matériel en fait sur nos tournées. Donc voilà, pour la plupart, vous avez dû entendre qu'on a une tournée qui s'est annulée à la dernière minute. Ben voilà, j'ai passé mes fêtes à bosser dessus. Mais c'est pas mal de choses où en fait, au fur et à mesure, bah, on pousse un peu, on voit une porte entrouverte, on se dit bon, bah, pourquoi pas. Et puis voilà, on va chercher des missions. Et puis sur la Fédé européenne de hand, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle superviseur marketing. Donc en fait, je m'occupe sur les matchs de Champions League de handball féminin et masculin de la mise en avant d'ensemble des sponsors et de l'ensemble des deals qui sont signés et en fait de maintenir un certain standard comment dire de D'affichage, un peut-être? niveau requis, voilà, ouais, un niveau requis, même dans l'organisation, en fait, de manière générale. Et bah, comme disait Nils, je top aussi les matchs, du coup, voilà.
Voilà, donc vous le voyez, hein, vous qui nous écoutez, il y a des tonnes de métiers, de missions, même lorsqu'on est à l'intérieur d'une seule structure. Et je pense que l'exemple d'Adrien le montre vraiment. J'ai une question pour vous trois avant de prendre les questions qui nous arrivent. La passion du sport quand on travaille dans ce domaine, est-ce qu'elle est, euh, elle est peu importante? Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est nécessaire? Comment vous voyez la chose, vous? Niels, peut-être, pour commencer. Alors, en fait, on va plus recruter une personne de par, non pas de par son CV, mais de par sa personnalité. Si effectivement on est passionné par le sport, si demain je veux travailler au Paris Saint-Germain, effectivement, mieux vaut. Il va falloir se mettre en avant par rapport en face du recruteur. On aime le sport, on a de l'énergie, on vient d'une école, ça permet de répondre à une des questions, on vient d'une école dédiée au management du sport, école supérieure comme l'ESG. Effectivement, ça va nous donner des atouts. Mais c'est la personnalité, puisque avant d'être recruté, on regarde un CV, on vous propose un rendez-vous en physique, et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est votre capacité à vous adapter, votre capacité à prendre du recul, prendre des décisions, à prendre les devants. C'est la personnalité qui va faire la différence. La personnalité, la connaissance du milieu, Achille, vous partagez autour de vous, on a finalement que des passionnés de sport. Oui, enfin, il y a les gens, même les personnes qui rejoignent l'écurie et qui à la base n'étaient pas forcément des fans de Formule 1, le deviennent plus ou moins, d'un degré plus ou moins équivalent, mais forcément quand tous les week-ends on regarde les courses et on voit au fur et à mesure la performance de l'écurie et nous on est vraiment dans cet état d'esprit où il y a un team spirit où tout le monde est impliqué dans la performance et dans le fait d'aller chercher ses objectifs. Forcément, tout le monde au bout d'un moment commence à être fan ou pas. En tout cas, par contre, il y a aussi un aspect, et ça, j'avais eu la chance de rencontrer Jean-Claude Blanc, le président du PSG, le boss d'Adrien, qui m'avait dit quelque chose. Il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. J'étais très jeune. Il m'avait dit, faut pas non plus être fanboy. Et il faut pas. Il me disait qu'il voyait certaines personnes parfois qui venaient faire des selfies avec Zlatan Ibrahimovic ou d'autres joueurs de foot, alors qu'ils devaient travailler avec ces personnes-là. Et quand on casse on passe, alors qu'on est normalement dans la même équipe et on devient un fan dans sa propre équipe, ça devient très compliqué de bosser et de garder le respect avec les athlètes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et parfois, même moi, je vois aussi des choses pareilles qui peuvent être problématiques sur le long terme. Voilà, donc connaître, être passionné, mais garder le côté fan pour quand on n'est pas au moment de travailler. Effectivement, c'est plus intéressant et c'est peut-être un écueil dans lequel il faut effectivement pas tomber. Donc on a des questions hein, sur comment arriver dans ce milieu. Je pense qu'on y a répondu un petit peu sur ce culot, ces stages qu'il faut aller chercher, évidemment. Un cursus sport, peut-être qu'il est mieux d'avoir, même si on l'a vu avec Adrien qui a fait de l'architecture avant et au final on n'est pas obligé d'avoir eu un cursus très linéaire pour arriver là-dedans. Il y a une question à laquelle je vais me permettre de répondre sur le secteur qui serait réservé aux hommes et pas aux femmes. Et bien, je peux vous parler de mon expérience à moi puisque j'en viens de ce milieu-là et je peux vous dire que non, là aussi c'est une affaire de culot, une affaire d'opportunité, une affaire de connaissance parce qu'on reproche souvent aux filles de ne pas connaître le foot ou les sports dont elles parlent. Donc, il y a, évidemment, on est aussi jugé sur ce côté-là, mais finalement pas plus que les hommes. Et moi, pour ma part, j'ai profité et j'ai accédé à ce métier puisque j'étais journaliste à l'équipe assez vite parce que j'étais une femme et qu'à un moment donné, on en a cherché. Donc, j'en ai profité aussi. Donc, en tout cas, mesdemoiselles, ne vous fermez pas les portes de ce milieu sportif parce qu'il y a de la place, il y a de la place pour vous, il y a de la place pour tout le monde, du moment, comme vous le disiez, messieurs, qu'il y a de la passion, qu'il y a du travail aussi, évidemment. Une petite question peut-être pour vous, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre sur l'e-sport. Peut-être Adrien, côté PSG, est-ce que l'e-sport aujourd'hui est quelque chose que l'on développe dans les clubs? Est-ce que c'est peut-être un secteur où demain il peut aussi y avoir du travail à aller chercher? Nous, on a énormément de développement là-dessus. Fabien Allègre, qui est en charge du développement chez nous, bosse beaucoup sur le sujet. C'est un
c'est un vrai secteur sur lequel je pense qu'aujourd'hui, on parlait de se créer ses jobs. Je pense que dans l'e-sport, c'est typiquement un milieu où, à mon avis, on peut se créer son job. Il faut aller taper un peu aux portes. Mais si vous creusez un petit peu, nous, l'ancien manager général de la section handball, Bruno Martini, qui était international, etc., qui a été donc GM chez nous sur le hand pendant 7-8 ans, qui a structuré toute la section, est parti de chez nous pour aller en tant que general manager chez Vitality, qui est donc une équipe d'e-sport. Donc comme quoi, il y a des passerelles et je pense que en fait, il n'y a pas forcément de cloisonnement. Je pense il y a probablement des allers-retours à faire. Peut-être que nous quatre, on pourrait se retrouver dans du e-sport dans 5 ans, parce que bah, en fait, c'est dans l'air du temps et je pense qu'on va juste aller de plus en plus là-dessus, puisqu'il y a une quantité de discipline finalement qui est assez gigantesque, quoi. Mm. Ouais, un monde en développement et un monde où il y a aussi des budgets à aller chercher, notamment pour les sponsors. Donc, c'est vraiment un domaine en développement. Et si ça vous intéresse, effectivement, ne vous fermez pas les portes, même après une école de commerce, comme on peut le lire dans le chat, évidemment. Vos entreprises, est-ce qu'elles recrutent en alternance, messieurs? C'est une question qui nous est posée aussi. Oui. Oui, non, Voilà. moi, nous, en tout cas, chez Alpine, ils recrutent en alternance et en stage. Ça dépend des postes, évidemment, mais non, non, il y a vraiment, il y a de tout. Adrien, au Paris Saint-Germain, on peut arriver en alternance également? Bien sûr, alors forcément, des demandes d'alternance et de stage, on en a. Je pense que je compte pas le nombre que j'ai par jour de mails là-dessus, mais oui, oui, on recrute en alternance, on recrute en stage, et en fait, ça répondra toujours à des besoins un peu différents. Voilà, la saison dernière, avant le Covid, on avait recruté un alternant qui nous a accompagnés pendant 2 ans parce que ça se passait super bien. Cette année, pour des questions budgétaires, on est repassé à un système de stagiaires. Donc, on a une stagiaire qui, en l'occurrence, du coup, est une fille, hein, comme quoi. Euh, et ça se passe super bien. Et du coup, là, on vient de la garder en CDD derrière. Mais et de l'alternant, on l'avait rebasculé sur un autre service pour d'autres missions. Et il signe un CDI là dans quelques jours chez nous, à nouveau chez nous dans notre service. Donc voilà, ça, on en a tout le temps et ça tourne. Après, dites-vous juste, encore une fois, comme on le dit depuis le début, il y a beaucoup de monde parce que c'est un petit milieu et qu'il y a énormément de demandes. Et donc, il faut y rentrer. Voilà, c'est probablement la partie la plus difficile, mais on recrute et faut le tenter. Voilà, Voilà. faut savoir mettre le pied dans la porte et écouter les opportunités, évidemment. Peut-être un tour de table avant de conclure sur la qualité de vie aussi quand on travaille dans ce domaine. On sait que le sport, c'est le soir et le week-end. Comment on gère ça? Comment on gère bah, son équilibre vie pro, vie perso? On commence par Nils. Bah, tel un sportif, il faut faire attention à son équilibre, effectivement, vie pro, vie perso. Ce qu'on appelle le blurring d'ailleurs, ce qui est un syndrome professionnel. Bien gérer son alimentation, son activité physique, prendre du temps pour soi, rester passionné, effectivement, s'activer. Et après, c'est une éducation. Ouais, c'est une éducation. Achille, quand on fait les grands prix au bout du monde en temps normal, on va dire, tous les 15 jours, comment on gère son temps? Alors moi de mon côté, je fais pas tous les grands prix, donc forcément quand j'y vais, je dois faire sur une année normale, je dois en faire 4 ou 5 sur les 20. Donc quand je me rends sur un grand prix, c'est toujours fabuleux et en plus j'arrive au moment où tout est prêt le jeudi, je vis tout l'événement et je repars après. Par contre, nous chez nous en effet, il y a plein de métiers et de gens, les mécaniciens, les ingénieurs, qui parfois sont partis pendant 3 semaines. Enfin moi je les compare à des soldats qui travaillent dans des sous-marins parce qu'ils sont ça fait 23 grands prix, donc sur 52 week-ends, on est quasiment sur la moitié de l'année en dehors de sa famille, dans des endroits avec du jet lag, où c'est compliqué de se joindre. Donc moi, je suis vraiment pas à plaindre, et au contraire, et c'est plutôt fabuleux de vivre un événement de l'intérieur. Mais en effet, certains
doivent jouer avec ça et c'est parfois assez dur. Ouais. Adrien, pour vous aussi, ça se passe beaucoup le week-end, mais vous êtes un peu un hyperactif, hein, puisque vous avez non seulement ce travail de salarié au PSG, mais aussi un travail de free pour la Fédé européenne de hand. Donc, ça ne doit pas trop vous déranger au final. Ouais, moi, ça me dérange pas. J'avoue que ça répond aussi à un, à un besoin personnel. Mais effectivement, après, c'est un vrai équilibre à trouver, quoi. Là, moi, depuis le début de l'année, depuis les 15 derniers jours, j'ai été au Danemark, à Brest. Là, je suis à Nantes. Je reviens puisqu'on a un match demain soir contre Reims. J'étais au parc le week-end dernier pour un match contre Brest. Donc voilà, c'est un peu du non-stop. Il faut juste en fait pouvoir profiter à 100% quand on a le moindre moment pour s'arrêter, parce que ça c'est vital d'un point de vue boulot. Mais c'est vrai que forcément, quand on est passionné, on compte pas forcément ses heures. Quand on veut progresser dans un job, on compte pas forcément ses heures. Et ça, quand vous avez ça dans le sang, entre guillemets, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, avec un peu de passion, de s'accrocher et de faire des semaines à je ne sais plus combien d'heures, j'arrête de compter. Mais dites-nous quand même, vous l'avez eu votre photo avec Lionel Messi ou pas du tout? Non, alors je vais vous le dire, je fais partie de ces personnes qui n'en ont rien à faire des stars. Et c'est comme ça d'ailleurs, je pense qu'on progresse dans ce métier-là. Je réinsiste là-dessus, hein, Achille le disait tout à l'heure, mais euh, c'est fondamental. Parce que moi, c'est quelque chose sur lequel je base beaucoup même de mes recrutements, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu des stagiaires qui étaient fans, et en fait, on a une discussion au bout de 3 jours, histoire de dégonfler le sujet, parce qu'en fait, ça ne peut pas fonctionner. C'est quelque chose, ça nous permet de relativiser. Moi, je le dis souvent, hein, j'ai vu Michael Jordan, après ça, je peux mourir tranquille. Euh, et en fait, à l'Euro 2016, j'ai passé un mois avec Cristiano Ronaldo. Je me suis dit encore une fois que je pouvais mourir tranquille, et ainsi de suite, quoi. Et c'est des choses, il faut en fait vivre les émotions, vivre le moment et s'en souvenir. Et c'est le plus important, en fait. Voilà. Eh bien, parfait. Merci en tout cas à tous les trois d'être intervenus cet après-midi au milieu de vos agendas chargés et en plein week-end. On l'aura compris, hein, le sport à faire de passion, de détermination, de culot un petit peu aussi, savoir ouvrir les portes et savoir se constituer un réseau tout en ayant, on le disait tout à l'heure, également eu un cursus. Peut-être juste une dernière question, si l'un d'entre vous veut répondre au niveau des langues étrangères. C'est absolument fondamental. L'anglais est déterminant, j'imagine. Vous parlez d'autres langues, vous? Adrien? Ouais, moi je suis franco-brésilien, donc ça aide de base parce que je suis donc bilingue portugais et effectivement je travaille dans tous mes échanges avec les fédés européennes en anglais, le HF uniquement en anglais aussi, et j'utilise beaucoup l'espagnol à côté. Et puis après, c'est bien d'avoir des notions, hein, c'est toujours pratique. Où que vous soyez, vous comprenez quelques mots, ça permet de créer du lien et puis de créer du réseau, quoi. Achille, c'est la même pour vous? Alors moi, je suis très très mauvais en langue, mais du Comme coup, quoi, du coup, c'est possible aussi. du coup, j'ai mis 100% de mon effort sur l'anglais pour du moins avoir un anglais, comme disait mon ancien boss qui était Cyril Abitboul, qui est connu pour son accent très français. Il me disait, on s'en fiche de l'accent, l'essentiel c'est qu'on soit compris et que l'anglais soit correct. Et moi, 90-95% de mon travail, mail ou oral, est en anglais aujourd'hui. Donc pour moi, c'est absolument indispensable. Niels, vous Bien partagez? sûr, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de doute, faut l'avoir, faut avoir cet atout, bien entendu. Eh bien, merci à tous les trois pour ces dernières précisions. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir posé vos questions également. Le replay, il sera disponible dès qu'on aura terminé cette conférence sur la plateforme sur laquelle vous êtes connectés, si vous avez manqué tout ou partie de nos échanges. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous pour ce premier événement. Et bonne chance à tous si vous souhaitez faire carrière dans les métiers du sport. Très bonne soirée, très bon week-end.